Voici la version française de l'histoire, adaptée avec des noms, des lieux et des éléments culturels français, tout en conservant l'intégralité et la structure du récit original. Au moment où la banque a appelé, le 11e jour, j'avais déjà cessé de répondre à 3 numéros. La banque, ma mère, et un message vocal de ma sœur que je n'ai toujours pas écouté. Je ne les ai pas filtrés par méchanceté. Je les ai filtrés par clarté. Laissez-moi revenir au début. Parce que cette histoire ne commence pas par un coup de téléphone, elle commence par un tableur Excel. Et une question que j'évitais depuis 5 ans, à quel moment prendre soin de quelqu'un devient-il financer quelqu'un? Je n'avais pas la réponse alors. Je l'ai maintenant. Laissez-moi vous montrer comment je l'ai trouvé. Lyon en octobre possède une qualité de lumière particulière, fine et argentée, comme si le ciel rationnait quelque chose. C'était un mardi, 6h47 du matin. Je le sais parce que j'ai vérifié l'heure 2 fois avant de m'asseoir. C'est une habitude chez moi. Comme certains tapotent leur poche pour chercher leurs clés. Ma table de cuisine supportait 2 choses. Une tasse de café. Noir. Encore trop chaud pour être bu. Et mon ordinateur ouvert sur 2 onglets. Le premier onglet était un rapprochement trimestriel pour un client qui gérait 3 salles depuis une ancienne zone industrielle à Villeurbanne. Le second onglet n'avait pas de nom. Je ne lui en avais jamais donné. Il existait sous le nom de feuille 2 depuis 5 ans. Ce qui me frappait parfois comme l'étiquette la plus honnête de mon appartement. J'ai ouvert la feuille 2 comme je l'ouvrais chaque premier du mois. Sans drame. Sans cérémonie. J'ai tapé les chiffres d'octobre. Le loyer de Maëlys. L'assurance voiture de Maëlys. L'échéance de ses frais de scolarité, 2800 €. Le même chiffre depuis 3 ans. Ce qui signifiait que l'entrée d'octobre ressemblait exactement à celle de septembre. Qui ressemblait exactement à celle d'août. Qui ressemblait exactement à chaque mois remontant jusqu'à septembre 2019. Le total dans la cellule B63 indiquait 168 000 €. J'ai fermé l'onglet. J'ai ouvert le rapprochement du client. Je me suis mis au travail. Le café était devenu froid le temps que je me souvienne que je ne l'avais pas bu. J'ai entouré la tasse de mes 2 mains. La céramique était fraîche contre mes paumes. Ce poids spécifique. Cette température spécifique. Et quelque chose en elle m'a projeté de côté un instant. Pas en avant. De côté. Dans une autre cuisine. J'avais 13 ans. 3 semaines après les funérailles de mon père. La cuisine de la rue des Cèdres avec le plafond taché d'humidité et les rideaux jaunes que ma mère disait toujours vouloir remplacer. La chaise de mon père était encore en bout de table. Personne ne l'avait bougée. Personne n'avait discuté du fait de ne pas la bouger. Elle était simplement restée là. Et nous nous étions tous organisés autour de cet espace vide. C'était la première décision que notre famille prenait sans lui. Ma mère s'est assise à côté de moi. Pas en face. Elle a pris ma main. Sa poigne était plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Elle a dit, « Clémence, tu es la forte. Tu l'as toujours été, juste comme ton papa. » Maëlys avait 3 ans. Elle était dans la pièce d'à côté en train de regarder des dessins animés. Elle ne comprenait pas ce qu'étaient des funérailles. Elle se souviendrait à peine de lui. J'avais 13 ans. Je comprenais tout. Ma mère a serré ma main et a dit, « J'ai besoin que tu m'aides à tenir cette famille unie. » J'ai dit, « D'accord. » Je ne me rappelle pas si je le pensais vraiment ou si je savais simplement que c'était vrai. Je me souviens l'avoir dit. Et puis j'ai continué à le dire de toutes les manières possibles, sauf à voix haute. Pendant 24 ans. J'ai versé le café froid dans l'évier. J'en ai préparé une 2e tasse. Je suis parti au travail à 7h04. En sortant, je me suis arrêté à l'appartement 4B. Madame Lefebvre avait 81 ans et une hanche qui rendait les escaliers difficiles. Alors le mardi, je récupérais ce qu'elle m'avait demandé. Cette semaine, une brique de jus d'orange, de la tisane à la camomille et une marque spécifique de flocons d'avoine, introuvable au petit casino du coin, mais disponible au Monoprix près de mon bureau. Elle a ouvert la porte en robe de chambre. Elle a regardé le sac. Puis moi. Tu es une fille tellement gentille, Clémence. J'ai souri. Bonne journée, Madame Lefebvre. Dans l'ascenseur, j'ai noté, de la manière dont je note les choses, que personne ne m'avait demandé quel genre de journée je passais. Pas récemment. Pas depuis longtemps. Je n'étais pas rancunière. C'était juste un chiffre. Un nombre sans en-tête de colonne. Je suis sorti dans le matin d'octobre et j'ai marché jusqu'à ma voiture. La salle de pause chez les Rois, associée avait une fenêtre donnant sur le parking et une cafetière qui produisait la même odeur de plastique brûlé depuis 3 ans. Solène était déjà là quand je suis arrivé à 11h30, réchauffant quelque chose au micro-ondes. Ma fille a enfin trouvé un boulot, a-t-elle dit sans préambule. Solène disait la plupart des choses sans préambule. Sa fille avait 31 ans. Elle était sur le forfait mobile de sa mère depuis 2019. C'est une bonne nouvelle, ai-je dit. J'ai arrêté de payer en février. Elle a remué son plat. Il lui a fallu jusqu'en avril pour réaliser qu'elle pouvait s'en occuper elle-même. J'ai versé mon café. Elle m'a hurlé dessus pendant 3 semaines, a ajouté Solène. Pas méchamment. Elle m'a dit que je l'abandonnais.
Que ce n'était pas comme ça qu'une mère devait agir. Elle a haussé les épaules, une fois, de façon économique, définitive. Et puis, elle a eu une promotion. J'ai pensé, c'est différent. La situation de Maëlys est plus compliquée. Maëlys a besoin de plus de temps. Je pensais une version de cette phrase depuis 5 ans. Solène a posé sa fourchette et m'a regardé avec cette franchise douce qu'elle appliquait à tout. Certains s'élèvent quand on arrête de les rattraper, a-t-elle dit, et d'autres ont juste besoin de savoir que tu seras toujours là. Pour ne jamais avoir à découvrir de quoi ils sont capables. Elle a repris son plat et est sortie. Je suis resté près de la cafetière. L'odeur de plastique brûlé. Le parking à travers la fenêtre. Le calme particulier d'un mardi d'octobre où rien ne s'est encore passé. Je suis retourné travailler. Ma mère a appelé à 12h15 un mercredi. J'étais dans ma voiture, mangeant un sandwich au-dessus d'une serviette en papier, ce à quoi ressemble un déjeuner quand on a déjà facturé 9 heures avant midi. J'ai décroché à la 2e sonnerie. L'habitude. Clémence ? Ma chérie ? Sa voix était chaleureuse de cette façon qu'elle avait quand elle avait besoin de quelque chose, une chaleur spécifique, comme la chaleur qui se dégage d'un four juste avant qu'on l'ouvre. Comment vas-tu ? Bien, maman. Occupée. Bien sûr. Bien sûr. Une pause qui n'en était pas vraiment une. Dis-moi. Maëlys a trouvé un appartement. Un très joli. Plus près de la fac, avec beaucoup de lumière. Le propriétaire accepte les chats, et tu sais qu'elle en veut un depuis longtemps. Maman. Et le seul truc, c'est que son dossier n'est pas encore parfait. Honnêtement, qui a un dossier parfait à son âge ? Et le proprio demande un garant avec des revenus stables, alors je me disais. Non. Le mot est sorti plat et immédiat, comme un chiffre qui apparaît quand on appuie sur Entrée. Pas méchamment. Juste complet. Silence au bout du fil. Puis, Clémence. Je ne serai pas garant pour le bail de Maëlys. Elle a juste besoin que quelqu'un. Je sais ce dont elle a besoin, maman. La réponse est non. En arrière-plan, j'ai entendu un mouvement. Puis la voix étouffée de Maëlys, s'adressant à ma mère. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Et ma mère, couvrant mal le combiné. Laisse-moi 1 minute. J'ai attendu. J'ai regardé le pilier en béton devant ma voiture. Quelqu'un avait écrit B4 au pochoir jaune. Niveau B, rangée 4. Je me garais à cet endroit exact depuis 2 ans, et je n'avais jamais remarqué le pochoir avant cet instant. Ma mère est revenue. Sa voix avait changé, toujours chaleureuse, mais avec quelque chose en dessous, comme un plancher qui sonne différemment quand il n'y a rien de solide dessous. Je ne te comprends tout simplement pas parfois, Clémence. Maëlys est ta sœur. Elle essaie. Elle a juste besoin d'un peu plus de temps pour se mettre sur pied. Et on ne te demande pas de lui donner quoi que ce soit, juste de mettre ton nom. Mon nom n'est pas rien, maman. Un autre silence. Plus long. Puis, doucement, avec cette fatigue particulière qu'elle avait appris à utiliser comme un outil, tu ne penses qu'à toi. Tu le sais ? Je suis resté avec ça un moment. Pas parce que ça faisait mal. Parce que je voulais être précis sur ce que j'allais dire ensuite. On se rappelle plus tard, maman. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur le siège passager. J'ai regardé le pochoir B4. Je veux être précis sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Pas de la rage. Même pas de la satisfaction. Quelque chose de plus froid que les deux. Quelque chose qui ressemblait, pour la première fois en 5 ans, à de l'exactitude. Je suis resté dans ce parking pendant 8 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge de mon tableau de bord. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. La liste était là, comme elle l'était toujours. Comme ces choses si familières qu'on ne les perçoit plus comme un choix. Loyer de Maëlys, virement automatique, 1 250 € par mois. Assurance voiture, 110 € par mois. Échéance études, 1 440 € par mois, 2 800 €. Le même chiffre chaque mois depuis 60 mois. Je l'ai regardé pendant 30 secondes. Puis j'ai commencé à annuler. Une ligne à la fois. L'application me demandait de confirmer chaque annulation, ce que j'ai fait. C'est le genre de décision de design qui ressemble à une formalité jusqu'au moment où ce n'en est plus une. Annuler. Confirmer. Annuler. Confirmer. Annuler. Confirmer. J'ai posé le téléphone. J'ai regardé par le pare-brise la structure en béton, les lignes jaunes. Le néon qui clignotait au fond de l'allée depuis aussi longtemps que je m'en souvenais. J'ai démarré ma voiture. Je suis retourné au bureau. J'ai facturé 4 heures de plus avant 10 à 7 heures. Ce soir-là, j'ai fait des pâtes fraîches maison, ce que je n'avais pas fait depuis une éternité. Je suis resté devant les fourneaux, j'ai remué, et je n'ai pas pensé à grand-chose. J'ai mis un seul couvert. J'ai posé mon téléphone face contre le plan de travail. Pas par mélodrame. Juste parce que je n'en avais pas besoin près de moi. J'ai mangé. Je sentais le goût de la nourriture. Ça a l'air de rien. Ce n'était pas rien. L'appartement était calme d'une manière qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Je me suis assise avec ce silence pour essayer d'identifier de quoi il était fait. Pas de vide.
Autre chose. La texture spécifique d'une pièce où rien n'est encore dû. J'ai fait la vaisselle. Je suis allé me coucher. Je n'ai pas rappelé ma mère. Je n'ai pas écouté le message que Maëlys avait laissé à 21h43. Je ne l'écouterai pas avant 11 jours. Et d'ici là, ce qu'il disait n'aurait plus d'importance. Le 3e jour, Maëlys a laissé un message. Je l'ai écouté une fois, debout dans ma cuisine à 19, encore en manteau, les courses sur le plan de travail. Sa voix était prudente, pas encore en colère, encore dans le registre de la confusion, comme quelqu'un qui essaie de laisser une porte ouverte au cas où il aurait mal compris. Clémence, je suis allé payer mon loyer et ça me dit que le virement automatique n'est pas passé, c'est bizarre. Je suis sûr que c'est juste un truc de la banque. Tu peux vérifier de ton côté et me dire ? Il faut que ce soit réglé avant vendredi, sinon j'ai des pénalités, alors. Une pause. Puis, plus doucement. Merci, je l'ai écouté une fois. J'ai posé le téléphone. J'ai enlevé mon manteau. J'ai rangé les courses, article par article, dans l'ordre où ils sortaient du sac. Les œufs sur la 2e étagère. Le lait à côté. Le bon fromage, celui que j'avais acheté pour moi. Rien d'autre dans le tiroir de gauche. Puis je me suis assise à la table. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai créé un nouveau document. Pas la feuille 2. Pas le fichier client. Quelque chose de complètement nouveau. Une page blanche sans historique. J'ai tapé « jour » dans la cellule en. J'ai regardé pendant 3 secondes. Puis j'ai fermé l'ordinateur. Parce que certaines choses n'ont pas besoin d'être tracées. Parce que le traçage avait été le problème. Ou une partie du problème. Parce qu'une femme qui a tenu des comptes pendant 5 ans peut reconnaître, quand elle y prête enfin attention, la différence entre la documentation et la dévotion. Et cela n'avait pas besoin d'un en-tête de colonne. Je n'ai pas rappelé Maëlys. J'ai fait à dîner. Je me suis couché avant 22h. J'ai dormi sans me réveiller une seule fois. Ce qui n'était pas arrivé depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Et cela m'a frappé le matin comme une donnée méritant d'être notée, même s'il n'y avait plus de tableur pour l'accueillir. Le 5e jour, ma mère a appelé. Je lavais les assiettes du petit déjeuner quand le téléphone s'est éclairé. Je l'ai regardé sonner comme on regarde un feu changer à une intersection. Notant le fait. Prenant une décision. J'ai laissé passer. Puis j'ai posé le téléphone écran vers le haut, j'ai ouvert le robinet et j'ai continué à laver. Son message est passé sur haut-parleur. Un soupir d'abord délibéré. Le genre qui demande un contrôle du souffle puis sa voix. Plus basse que d'habitude. Posée pour paraître fatiguée plutôt qu'en colère. Clémence ? Maëlys dit qu'il y a encore eu un problème avec les paiements. Elle s'inquiète pour son bail. Tu sais comment elle est quand elle stresse. Rappelle-moi quand tu peux. C'est important pour moi. J'espère que tu le sais. L'eau coulait. J'ai augmenté un peu le débit. Pas assez pour ne plus l'entendre. Assez pour mettre de la distance entre sa voix et l'endroit où je gardais les choses qui comptent. J'ai entendu chaque mot. J'ai entendu le soupir, l'intonation et le mot « encore » qui travaillait plus qu'il n'en avait l'air. J'ai entendu « tu sais comment elle est », ce que je savais en effet, et c'était précisément là le sujet. J'ai fini la vaisselle, je me suis essuyé les mains, je ne l'ai pas rappelé. Il y a quelque chose que les gens ne vous disent pas sur le fait de devenir silencieux envers quelqu'un qui attend du bruit de votre part. Ils attendent le bruit comme ils attendent la gravité comme une évidence, une loi. Quand le bruit s'arrête, ils ne pensent pas immédiatement, elle a pris une décision. Ils pensent, il y a une erreur. Un problème technique. Il faut un certain temps pour que l'absence soit enregistrée comme un choix. Ma mère et Maëlys étaient encore dans la phase de la panne technique. Je savais que ça ne durerait pas. Le 7e jour, Solène m'a arrêté dans la salle de pause. « Tu as fait quelque chose de différent ?» m'a-t-elle demandé. Elle me regardait comme on regarde une pièce après que les meubles ont été déplacés. Quelque chose avait changé, mais les détails ne percutaient pas encore. Différent comment ? Je ne sais pas. Elle m'a étudié. Tes cheveux ? Mes cheveux n'ont pas bougé. Elle a versé son café. Tu as l'air différente. J'ai réfléchi. J'ai résilié un abonnement, ai-je dit. Lequel ? Plusieurs. Elle m'a regardé par-dessus le rebord de sa tasse. Quelque chose est passé sur son visage, pas tout à fait de la reconnaissance, mais sa proche parente. Puis elle a hoché la tête une fois et est retournée à son bureau. C'était tout. Je suis resté un moment dans la salle de pause après son départ. L'odeur de plastique brûlé. La fenêtre sur le parking. La qualité particulière d'un mercredi d'octobre qui semblait, pour la première fois depuis longtemps, m'appartenir. On ne m'avait pas regardé de cette façon comme Solène venait de le faire depuis une éternité. Je ne veux pas dire, observer. J'étais observable. J'étais là. Je faisais le job. J'étais la personne que le client appelait quand les chiffres ne collaient pas. La personne à qui Madame Lefebvre confiait sa tisane. La personne sur qui ma mère comptait depuis la cuisine de la rue des Cèdres. On me voyait comme on voit les objets utiles. Avec gratitude et sans attention. Là, c'était différent.
Solène m'avait regardé et avait remarqué qu'un changement avait eu lieu. Elle ne m'avait pas demandé de l'expliquer ou de l'annuler. Elle l'avait juste noté. Comme on note la météo. Je suis retourné à mon bureau. J'ai facturé 6 heures. À 17h30, j'ai traversé la ville dans la lumière de fin d'après-midi, qui en octobre arrive avec un angle qui donne brièvement de la valeur à chaque chose, et j'ai allumé la radio au lieu de passer en revue les tâches de la semaine dans ma tête. J'ai remarqué que je le faisais, et j'ai continué quand même. À la maison, j'ai fait une soupe. Une vraie soupe, pas en brique un bouillon maison, le genre qui prend 1 heure, le genre que je n'avais pas fait depuis. Depuis que j'avais oublié ce que « depuis » signifiait. Je suis resté devant la marmite, j'ai remué, j'ai regardé la vapeur, et j'ai laissé l'appartement s'emplir d'une odeur d'effort délibéré, l'odeur d'une personne qui choisit de se nourrir, exprès. Mon téléphone a sonné 2 fois ce soir-là. Ma mère a 20. Maëlys a 20 et un 12. Je lisais. J'ai laissé sonner. Je n'ai pas écouté les messages ce soir-là. Ce que je commençais à comprendre lentement, imprécisément, c'était ceci: j'avais passé 5 ans à me rendre disponible. Pas seulement au sens émotionnel, même si aussi, mais au sens littéral, opérationnel. Mon téléphone était toujours allumé. Mon compte était toujours accessible. Mon nom était sur les formulaires. J'étais une ressource avec une page de contact qui n'était jamais désactivée. Désactiver cette page n'était pas, finalement, un acte dramatique. C'était silencieux. C'était une série de petites non-réponses à la suite. Chacune légèrement plus facile que la précédente. C'est ainsi que les intérêts composés fonctionnent à l'envers, pas plus vite, juste plus sûrement. Au 7e jour, j'avais rendu 0 appel. Répondu à 0 SMS. Je n'étais pas revenu en arrière. J'ai fini ma soupe. J'ai lavé la marmite. Je me suis assise près de la fenêtre un moment à regarder la rue. Le noir d'octobre s'installant autour des réverbères. Et j'ai pensé à ce que Solène avait dit 5 jours plus tôt: certains ont juste besoin de savoir que tu seras toujours là. Et j'ai retourné la phrase comme on retourne un objet quand on ne sait pas encore si c'est une question ou une réponse. Je me suis couché à 22h15. J'ai dormi jusqu'à 6 heures. Jour 8. Jour 9. Les chiffres continuaient de bouger, même sans tableur. Le 9e jour, je suis allé au supermarché et je n'y suis pas entré. Je me suis garé sur le parking à 18h45, j'ai trouvé une place près des caddies, comme toujours assez près pour être pratique, assez loin de l'entrée pour qu'on n'abîme pas ma portière, et j'ai coupé le moteur. Puis je suis resté là. Pas pour une raison précise. Il n'y avait pas d'appel, pas de nouvelles, pas de crise. J'avais une liste en tête. Pâtes. Huile d'olive. Les bonnes tomates. Essuie-tout. J'avais le temps. Le magasin était à 20 mètres. Je suis resté dans la voiture et je n'ai pas bougé. Un parking de supermarché à 18h45 un jeudi d'octobre n'est pas un endroit sur lequel on écrit des poèmes. La lumière est d'un blanc jaunâtre, celle des tubes fluorescents luttant contre l'obscurité précoce. Les caddies dérivent en formation lâche. Une femme devant moi chargeait des sacs dans son coffre pendant que sa fille, être 6 ans, se balançait sur la barre du caddie en chantonnant quelque chose pour elle-même. J'ai regardé tout ça et j'ai pensé. Je n'ai aucune idée de qui je suis quand je ne suis pas en train de résoudre le problème de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas une réalisation dramatique. Ce n'était pas arrivé avec fracas. C'était plutôt comme remarquer, au milieu d'une phrase, qu'on prononce mal un mot depuis toujours, une correction interne, silencieuse, sans public. J'ai regardé mon visage dans le rétroviseur. Je le faisais rarement, par principe. Comme la plupart des choses qui n'avaient pas d'utilité opérationnelle claire. Mon visage avait l'air d'être le même. 37 ans. Des cheveux qui auraient besoin d'un coup de ciseau. L'expression particulière que je portais apparemment quand je ne jouais aucune expression particulière. J'ai réalisé, en le regardant, que je n'y avais jamais prêté attention. J'ai essayé de penser à la dernière fois où j'avais fait quelque chose qui n'était pas, d'une manière ou d'une autre, lié aux besoins de quelqu'un d'autre. Les flocons d'avoine de Madame Lefebvre. Le rapprochement trimestriel. Les appels du mardi à ma mère. Les virements du 1er du mois. Le fait de m'être porté garante pour le prêt auto de Maëlys il y a 3 ans, ce que j'avais fait sans qu'on me le demande 2 fois, parce que son dossier n'était pas bon. La même logique pour chaque demande. La logique qui disait « tu peux, donc tu dois ». Je suis resté sur le parking pendant 11 minutes. L'horloge du tableau de bord me l'a dit. Puis je suis entré et j'ai acheté exactement ce que je voulais. Pas ce qu'il y avait sur la liste, je l'avais oublié. J'ai acheté les bonnes tomates et les pâtes chères, et une bouteille de vin que je voulais goûter depuis 3 mois, et un bouquet de fleurs, parce que le bac près de l'entrée était là. Je ne m'étais jamais acheté de fleurs dans un supermarché. C'était le bon jour pour commencer. Je suis rentré. J'ai cuisiné. À 14h37, j'ai décroché. J'étais à mon bureau. La matinée avait été calme. Allô, Clémence Leroy? Une voix professionnelle. Agréable. Lisant une fiche. C'est moi. Société de crédit automobile, je vous appelle concernant le prêt se terminant par 4471. Nous constatons un défaut de paiement,
Et vous êtes enregistré comme co-emprunteur, donc nous vous contactons. Je pense que vous faites erreur de numéro, ai-je dit. Et j'ai raccroché. J'ai posé le téléphone. J'ai regardé mon écran. Je veux être précise sur ce qui s'est passé dans les 30 secondes qui ont suivi. Pas de la satisfaction. La satisfaction aurait été trop chaleureuse pour ce que c'était. Quelque chose de plus froid. La sensation spécifique de dire une chose vraie si proprement qu'elle ne nécessite aucune suite. J'avais dit « erreur de numéro » et j'avais raccroché, puis j'étais resté immobile, car j'avais réalisé que cette phrase était exactement ce que je me disais à moi-même depuis 5 ans. Mauvais numéro. Mauvaise conversation. Mauvaise version de ce que j'étais censé être. Cette version-là, c'était celle qui décrochait. J'ai ouvert un navigateur et j'ai tapé « Comment se désolidariser d'un prêt auto en tant que co-emprunteur ». J'ai lu pendant 12 minutes. Les nouvelles n'étaient pas simples, mais elles étaient claires. Pour retirer un garant, il fallait soit que l'emprunteur principal refinance le prêt à son nom, soit que le prêt soit remboursé intégralement. Cela pouvait prendre 60 à 90 jours minimum. Cela demandait la coopération de Maëlys, ce qui n'était pas garanti. Ce n'était pas impossible. C'était juste du travail, et le travail, je savais gérer. J'ai ouvert mes notes sur mon téléphone et j'ai tapé « Désolidarisation prêt auto. Contactez la banque lundi ». J'ai mis un rappel. Puis, je suis retourné à ma comptabilité. À 17 h, j'ai rangé mes affaires. J'avais appris une chose sur les informations difficiles au fil des années, à force de travailler avec des chiffres qui ne tombaient pas justes. La première étape était toujours d'obtenir le chiffre réel. Pas l'approximatif. Pas l'estimé. Pas celui qu'on évitait de regarder. Le vrai chiffre. Une fois qu'on l'avait, on pouvait planifier. Avant, on ne faisait que porter un poids sans en connaître la charge, 60 à 90 jours. Très bien. J'avais porté 2800 € par mois pendant 60 mois. Je pouvais gérer 90 jours. Le 13e jour, ma mère a appelé depuis le parking de mon bureau. J'étais à mon poste quand l'appel est arrivé. Elle appelait d'en bas, ce qu'elle n'avait fait que 2 fois dans ma vie. Une fois quand mon père est mort, une fois quand elle avait eu une alerte de santé et avait conduit 40 minutes pour me le dire en personne plutôt que par téléphone. Les 2 fois, j'étais descendu. Elle a dit « Clémence, je suis en bas. » Descends me parler. J'ai regardé par la fenêtre. Sa voiture était sur les places visiteurs. Premier rang. Elle était au volant. Je voyais sa silhouette à travers le pare-brise. La posture spécifique qu'elle avait quand elle attendait d'avoir raison. Je l'ai regardée un moment. Le ciel d'octobre derrière le bâtiment. Les lignes jaunes au sol. Le néon au fond qui clignotait depuis le début de l'année et que personne n'avait réparé, et que j'avais cessé d'attendre que quelqu'un répare. J'ai dit, je suis en plein milieu de quelque chose, maman. Je t'appelle plus tard. Je ne l'ai pas rappelé plus tard. Plus tard, ce que j'ai compris, en me rasseyant à mon bureau, c'est qu'il y a une différence entre l'absence et l'abandon. Et que cette différence est interne. Elle réside dans l'intention de la personne qui part, pas dans l'expérience de celle qui reste. Ma mère avait conduit 40 minutes pour s'asseoir sur mon parking. C'était réel. C'était important pour elle. Et je n'étais quand même pas descendu, parce que descendre aurait signifié une négociation de plus dans une langue que je n'étais plus disposé à parler. Le rapprochement a balancé du premier coup cet après-midi-là. Ça arrivait presque toujours. J'étais doué pour ça trouver le chiffre qui expliquait l'écart, nommer ce qui manquait, clôturer le compte. Je commençais à comprendre que j'étais doué pour d'autres choses aussi. Le 15e jour, ma mère a cessé d'appeler. Pas pour toujours, je le savais. De la même manière qu'un comptable sait qu'une colonne non rapprochée n'a pas disparu. Mais pendant 4 jours, elle a gardé le silence. Pas d'appel à 7h15, pas de message à midi, pas de SMS à 21 commençant par « je voulais juste savoir » et finissant par quelque chose qui n'était pas juste pour savoir. 4 jours de rien. Maëlys a envoyé un SMS. Jour 6. À 11 h du matin. Je suppose qu'on sait maintenant où sont tes priorités. Je l'ai lu. J'ai posé le téléphone sur le plan de travail. Je l'ai regardé comme on regarde un relevé qu'on a déjà vérifié. C'était tout. Le 15e jour, je suis allé courir. La première fois en 2 ans. Je connaissais le chiffre exact parce que la dernière fois c'était en octobre de l'année précédente, une seule tentative qui avait duré 14 minutes avant que mon genou droit ne me rappelle une blessure de mes 20 ans. Cette fois, je n'ai pas pensé à mon genou. J'ai mis les chaussures restées au fond du placard et je suis sorti dans le matin d'octobre. Lyon à la mi-octobre. Tôt. Avant que la ville ne soit totalement éveillée. La lumière est basse, l'air est frais sans être froid. Les feuilles font ce qu'elles font en octobre, tomber d'une manière qui ressemble à une intention, pas à un déclin. Exactement. Plus comme une décision prise au ralenti. Je suis passé devant le café de la rue de la République que je voulais tester depuis 8 mois. Devant le petit parc où 2 vieux messieurs jouaient aux échecs sur la table en béton. En veste. Sans hâte. J'ai couru pendant 26 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé ma montre en rentrant, ce qui est aussi une habitude, noter le chiffre,
le classer quelque part. Debout devant mon immeuble, essoufflé, j'ai essayé d'identifier ce que je ressentais. Pas du bonheur, exactement. Le bonheur est rond et chaud. C'était quelque chose de plus structurel, la sensation d'avoir utilisé un outil correctement, d'avoir été à la bonne taille pour le récipient dans lequel je m'étais mise. Je suis monté. J'ai pris une douche. J'ai fait du café. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai pensé, pour la première fois sans réserve, peut-être que c'est fini. La pensée avait une texture différente de celle que j'imaginais. Pas du triomphe. Plutôt un Audi qui revient propre. Le soulagement est réel, mais ça signifie surtout qu'on peut passer à la suite. Et j'avais une suite. Plusieurs. Le retrait du garant était en cours. J'avais envoyé les informations à Maëlys par mail sans commentaire. Juste les détails et les mots, voilà ce qui doit être fait. Je ne savais pas si elle agirait. Ce n'était plus, à proprement parler, mon problème. J'avais fait ce que je pouvais de mon côté. Le reste était une arithmétique qu'elle devait résoudre seule. Pendant 4 jours, j'ai lu le soir. J'ai testé le café de la rue de la République. J'ai appelé Madame Lefebvre un jeudi juste pour prendre des nouvelles. Pas parce qu'elle me l'avait demandé. Nous avons parlé 22 minutes de sa fille à Annecy, d'une émission de télé que je n'avais jamais vue, et de la bonne façon de faire un gratin dauphinois que je faisais apparemment mal depuis toujours. Je me couchais quand j'étais fatigué. Je mangeais quand j'avais faim. C'était le 19e jour quand ma mère a envoyé un SMS. Elle avait essayé d'appeler 2 fois cet après-midi-là. Une fois à 15h. Une fois à 17h15. J'avais laissé passer. Le SMS est arrivé à 19h42. Réunion de famille dimanche. J'ai besoin que tu sois là. 14h. On va discuter comme des adultes et régler ça en famille. Je compte sur toi. Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé le téléphone. Une réunion de famille. La phrase de ma mère, se retrouver, en famille. Comme s'il s'agissait d'une fête alors qu'on savait tout ce que c'était. La dernière fois qu'elle en avait convoqué une, j'avais 17 ans. Elle devait expliquer quelque chose sur l'argent. Quelque chose impliquant mon livret à une situation à court terme qui semblait urgente et qui s'était résolue comme les situations à court terme le font parfois, dire pas du tout. Et je suis allé dans une fac de province au lieu de celle que je voulais. Et ma mère m'avait apporté une plante pour ma chambre d'étudiante en me disant que c'était tout aussi bien. Ce qu'elle croyait, et ce que j'avais fini par croire aussi, parce qu'à 17 ans, je n'avais pas l'énergie pour l'alternative. Les économies n'ont jamais été remplacées. Ça avait fini par ne plus compter. J'avais fait mon propre chemin avec ce que j'avais. Ce que je faisais avec la plupart des choses. J'ai regardé le SMS à nouveau. Je compte sur toi. Il y avait une version de moi, celle qui aurait déjà été en train de prévoir quoi apporter, à quelle heure arriver, comment calmer le jeu. J'ai posé le téléphone face contre table. Dimanche était dans 4 jours. Je déciderai de ce que je voulais dire d'ici là. Ou je ne dirai rien du tout. Ou je dirai beaucoup. Lentement et clairement. Dans une pièce pleine de gens qui n'avaient jamais pensé à me demander si, moi, je tenais les comptes. L'une de ces choses arriverait. Je suis allé au lit. Le grand livre. En partie. Le salon de ma mère n'avait pas changé en 11 ans. Le même canapé crème avec les coussins qu'elle avait acheté dans une foire artisanale en 2009. Le même cadre de la Côte d'Azur au-dessus de la cheminée. La table d'appoint avec la lampe en céramique et le sous-verre qu'elle avait depuis toujours, marqué par un rond de tasse que je soupçonnais être celle de mon père. Je suis arrivé à 14h pile. Ils étaient déjà là. L'oncle Gérard sur le fauteuil. En veste. Les mains sur les genoux dans la posture de l'homme à qui on a dit que c'était important. Tante Béatrice à côté de lui. Un verre de thé. Son expression calibrée sur inquiète mais solidaire. La cousine Marion sur la chaise près de la fenêtre, faisant semblant de ne pas regarder son téléphone. Maëlys sur le petit canapé près du couloir. Elle avait pris la place la plus proche de la sortie, ce que j'ai noté. Et ma mère dans son fauteuil. Droite. Un mouchoir à la main qu'elle n'utilisait pas encore. Je me suis assise. J'ai posé mon sac à côté de moi. J'ai attendu. L'oncle Gérard s'est raclé la gorge. Il avait 62 ans et avait géré un pressing pendant 30 ans. C'était un homme décent. Le genre de décence qui opère par non-ingérence. Clémence, a-t-il dit. Merci d'être venu. On veut juste comprendre ce qui se passe. Entre toi et Maëlys. Avec la famille. Très bien, ai-je dit. Maëlys traverse une période difficile. Je le sais. Il a regardé tante Béatrice. Elle s'est penchée en avant. On t'aime tous, Clémence. Personne ne te blâme ici. On pense juste elle a marqué une pause, on pense qu'il y a eu un malentendu. On veut juste que tout le monde se parle pour qu'on règle ça ensemble. Je l'ai regardé. J'ai pensé au fait que Béatrice et moi avions dû nous parler 4 fois ces 3 dernières années. Toujours pour les fêtes. Jamais pour autre chose que des banalités. Et là, elle était assise avec son thé et sa phrase sur le « malentendu ». Il n'y a pas eu de malentendu, ai-je dit. On m'a demandé d'être garant pour un bail. J'ai refusé.
Ma mère m'a dit que je ne pensais qu'à moi. J'ai raccroché. J'ai annulé les virements automatiques que je faisais depuis 5 ans. C'est tout. L'atmosphère a changé. Un petit ajustement. Maëlys a pris la parole. Tu ne peux pas juste tout annuler sans prévenir, Clémence. Ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne. J'ai prévenu pendant 5 ans, ai-je répondu. Je l'ai juste fait par mensualité. Ce n'est pas. Elle s'est arrêtée. On dirait que tu nous accuses de profiter de toi. Je n'accuse personne. Je décris ce qui s'est passé. Vous avez fait en sorte que Maëlys ait l'air de pouvoir s'assumer. Clémence. Ma voix était égale. J'ai payé ton loyer, ton assurance et tes études pendant 5 ans. C'est la situation réelle. Je n'ai pas créé l'apparence. Je l'ai financé. Le silence qui a suivi était d'une qualité rare. Ma mère a posé son mouchoir. Ce n'est pas une question d'argent, a-t-elle dit. Tout est une question d'argent, ai-je répondu. C'est à ça que sert un grand livre. Son visage s'est contracté. Je ne t'ai pas élevé pour que tu vois tout en termes de débit et de crédit. Tu m'as élevé pour que je gère les choses. Je les ai gérées. Pendant 24 ans, tu as été la famille. Sa voix était devenue plus basse. C'est ce que fait la famille. On prend soin les uns des autres. On ne tient pas les comptes. Quelqu'un doit bien le faire. L'oncle Gérard a bougé sur son siège. Marion avait posé son téléphone. Ma mère me regardait. Quand elle a repris la parole, c'était avec cette voix qu'elle utilisait quand elle décidait d'être directe, pas cruelle, mais efficace. J'ai essayé, a-t-elle dit, de comprendre ce que j'ai fait pour que tu deviennes comme ça, j'ai attendu. Maëlys. Maëlys sait comment aimer les gens. Elle a dit ça sans hésiter. Comme une chose pensée depuis longtemps. Elle n'est pas parfaite. Elle a besoin d'aide parfois. Mais elle aime les gens. Elle est là. Elle appelle. Ses yeux étaient fixés sur moi. Toi, tu sais juste compter. Il y a eu un silence de mort. J'ai regardé le sol. 12 carreaux entre moi et la porte d'entrée. Carrelage beige. Un peu irrégulier au niveau des joints. Le même qu'elle avait fait poser quand j'étais au lycée. 12 carreaux. Ce qu'elle venait de dire, toi, tu sais juste compter, aurait été plus facile à supporter si c'était juste de la méchanceté. La méchanceté, on peut la classer. Ce qu'elle avait dit était autre chose. C'était ce que je craignais depuis mes 13 ans, quand je hochais la tête devant la chaise vide de mon père. La peur que toutes ces années passées à gérer, à assumer, à être là de toutes les manières sauf les plus chaleureuses, et confirmer quelque chose sur moi, que j'étais efficace là où j'aurais dû être aimante. Que je connaissais le prix de tout et la valeur de rien. Je suis resté avec ça le temps de compter 12 carreaux. Puis j'ai pris mon sac. Je me suis levé. J'ai regardé ma mère, puis Maëlys, et j'ai dit, on se reparle. Je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Il n'y avait plus de colère en moi. Je suis rentré chez moi. Je n'ai pas allumé la radio. Je me suis garé, j'ai pris l'ascenseur, je suis entré dans mon appartement et je me suis assis sur le canapé sans allumer les lumières. Il faisait noir. Dehors, la rue suivait son cours habituel d'un dimanche soir. Mon téléphone était dans ma main. Le nom de ma mère était en haut des appels récents. Il suffirait de 4 pressions pour la rappeler. La partie de moi qui avait dit « d'accord » à 13 ans criait très fort en ce moment. Elle s'était tue pendant 19 jours, et là, elle revenait en force. Et si elle avait raison, et si tu revenais en arrière ? J'ai regardé son nom sur l'écran pendant longtemps. Puis j'ai posé le téléphone au bout du canapé. Celui où je ne m'asseyais jamais. Je me suis allongé. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas dormi non plus. Je suis resté dans mon manteau jusqu'à 2 heures du matin en pensant à la chaise de mon père, aux 12 carreaux et à une phrase que je ne savais pas si je pouvais déjà pardonner. Puis je me suis levé. J'ai fait du thé. J'ai ouvert l'ordinateur. Je me suis réveillé à 83. Je ne me suis pas rendormi. Je suis allé dans la cuisine, j'ai fait du café. J'ai ouvert la feuille 2. Je ne l'avais pas regardée depuis que j'avais coupé les vivres. Septembre 2019. La première entrée. Je me souvenais bien de ce mois-là. Maëlys avait besoin de cet appartement parce que, disait-elle, la cité eût été trop bruyante pour étudier. J'avais trouvé ça raisonnable. J'avais mis en place le virement sans demander combien de temps ça durait. J'ai lu la suite, mois après mois. Les chiffres ne changeaient pas souvent. L'assurance variait un peu. Les frais de scolarité tombaient par échéance. J'avais créé une formule pour lisser tout ça sur l'année. La formule fonctionnait parfaitement. Je n'avais jamais réfléchi à savoir si ce que la formule mesurait devait vraiment être mesuré, il y avait des notes dans la colonne de droite. Je les avais oubliées. Noël 2019. Virement supplémentaire pour un ordinateur dont Maëlys avait besoin. J'avais écrit « cadeau de Noël » parce que ça me semblait plus propre de l'appeler ainsi. Mars 2020, nouveau pneu pour sa voiture. J'avais cherché le prix moyen, fait le virement, écrit souci voiture. Août 2020, aide pour la caution de son nouvel appartement. Juin 2021, 100 € de plus pour son anniversaire. J'ai lu pendant longtemps. Le café est devenu froid.
La dernière entrée était mars 2024, 2800 €. J'ai regardé le total en 63. 168 000 €. Mon père était un homme prudent avec l'argent. Il tenait un petit carnet vert que j'avais trouvé une fois dans son bureau. Il notait chaque dépense. Chaque dépense. Le carnet était organisé par catégorie, logement, nourriture, enfant. Sous enfant, il y avait mon nom et celui de Maëlys. J'avais toujours pensé avoir hérité de cette habitude de lui. Mais je réalisais maintenant qu'il tenait ce carnet pour que la famille sache ce qu'elle avait pas pour se justifier. Il ne l'avait jamais montré à personne. Moi, j'avais tenu mon tableur pendant 5 ans, et je ne l'avais montré à personne non plus. Mais là où son carnet était un outil, le mien était devenu une preuve. La preuve que je n'avais pas été une imbécile, que les chiffres prouvaient ma bonté. Une défense contre une accusation que personne n'avait encore formulée. Toi, tu sais juste compter. J'avais porté cette phrase comme un caillou dans ma chaussure. Je l'avais entendue comme une accusation, j'étais une personne sans chaleur, une fonction avec un visage. Je l'ai retournée dans ma tête à 4 heures du matin. Oui, je sais compter. Je compte depuis que j'ai 13 ans parce que quelqu'un dans cette famille devait le faire. Parce que ne pas compter, c'était ne pas savoir. J'avais compté pendant 24 ans sans jamais diriger le calcul vers moi-même. Sans jamais faire une colonne pour ce qu'on me devait. Le temps de Clémence, le crédit de Clémence, le nom de Clémence sur les papiers, les économies de Clémence. Quel est le total, qui le porte, et est-ce que quelqu'un a déjà posé la question? J'ai fermé le tableur. J'ai ouvert un nouveau document. J'ai commencé à taper. Ça a pris 40 minutes. Non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je voulais être précise. La précision demande du temps. C'était sans doute le document le plus important que j'ai jamais rédigé. J'ai fini, j'ai relu, j'ai corrigé. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à ma mère, « Si tu veux faire une réunion de famille, je serai là. » Samedi ça marche. Le jour se levait. J'ai imprimé 5 pages. Je les ai égalisées contre le sol. Je les ai sentis le papier chaud, le poids de quelque chose qu'on a créé. Je les ai posées sur la table et je suis allé me doucher. Samedi, 14 h pile. La même scène. L'oncle Gérard, tante Béatrice, Marion, Maëlys, ma mère. Je me suis assise. J'ai sorti la chemise cartonnée. Personne ne disait mot. Je veux vous lire quelque chose, ai-je dit. Septembre 2019. Loyer de Maëlys, 1250 €. Assurance, 110 €. Frais de scolarité, 1440 €. La pièce attendait. Ils attendaient sans doute un contexte. Je ne l'ai pas donné. Octobre 2019. Loyer, 1250 €. Assurance, 110 €. Scolarité, 1440 €. L'oncle Gérard a bougé. Tante Béatrice a regardé ma mère. Novembre 2019. Loyer, 1250 €. Assurance, 110 €. Scolarité, 1440 €. Plus aide pour la caution de l'appartement de Villeurbanne, 600 €. J'ai lu lentement. Les chiffres n'allaient nulle part. J'ai lu toute l'année 2020. J'ai noté quand l'assurance avait augmenté, quand les frais de scolarité avaient baissé un semestre. J'ai tout lu. Maëlys a commencé à pleurer vers le milieu de l'année 2021. Je l'ai entendu avant de la voir un changement dans sa respiration. J'ai levé les yeux un instant, pour vérifier que la pièce était toujours là, puis j'ai repris ma lecture. Ma mère fixait la table. Elle n'a pas dit un mot. J'ai fini la page 4. Je suis passé à la 5. Octobre 2023. Loyer, 1300 €. Assurance, 120 €. Scolarité, 1440 €. Plus avance pour frais médicaux, 85 €. J'ai lu la dernière ligne. Mars, 2024. Loyer, 1300 €. Assurance, 120 €. Scolarité, 1440 €. J'ai tourné la page. Total, 168 000 €. J'ai fermé la chemise. Je ne demande pas qu'on me rembourse, ai-je dit. Je ne cherche pas à débattre. Je lis ça parce que tout le monde était là la semaine dernière, et je voulais que tout le monde sache quelle était la situation réelle. J'ai regardé ma mère, puis Maëlys. Je vous aime toutes les deux. Je ne brise pas cette famille, mais je dois vous dire 3 choses. Ne m'interrompez pas avant la fin. Ma mère a levé les yeux. Premièrement, je ne fournirai plus aucun soutien financier à personne dans cette famille. Ni garant, ni virement, ni prêt. Deuxièmement, si quelqu'un dans cette famille me dit encore que je ne pense qu'à moi ou que je ne sais pas aimer, ce sera la fin de la conversation. Je partirai. À chaque fois. Et troisièmement, j'appellerai quand j'en aurai envie. Pas quand il y aura une crise. Pas quand quelqu'un aura besoin de quelque chose. Quand j'en aurai envie. C'est tout. Ce ne sont pas des punitions. C'est juste comme ça que ça va fonctionner pour moi désormais. Ma mère me regardait. Quelque chose sur son visage montrait le travail lent d'une personne qui vient de recevoir une information qu'elle ne peut plus ignorer. Ce n'était pas de la colère.
C'était quelque chose de plus vieux. Elle a dit, je ne savais pas. Juste ces 3 mots. Je ne savais pas que c'était autant, Clémence. Je ne savais vraiment pas. Je l'ai cru. C'était le plus dur. Savoir qu'elle ne savait pas n'effaçait pas l'arithmétique. Elle avait regardé une de ses filles porter l'autre pendant 24 ans, et elle n'avait rien remarqué. Je sais, ai-je dit. Maëlys ne disait rien. Elle regardait le vide. Je n'avais rien à lui dire de plus que ce que les chiffres avaient dit. L'oncle Gérard s'est éclipsé dans la cuisine. Béatrice a posé sa main sur le bras de ma mère. Je me suis levé. Ma mère a dit, Clémence. J'ai attendu. Elle a dit, je suis désolée. Rien d'autre. Pas d'excuses, pas de défense. Juste ça. Je sais, ai-je dit. Je suis parti sans claquer la porte. Je suis rentré. J'ai fait à dîner. J'ai dormi. 3 mois plus tard, un dimanche de janvier, j'ai fait du café et j'ai regardé la rue s'éveiller. Maëlys était retournée vivre chez ma mère en février. Un camion, des cartons, un matelas. Ma mère m'a envoyé une photo en mars. Une fleur de son jardin. De très près. La lumière venant de côté. Pas de texte. Juste l'image. J'ai regardé la photo. J'ai posé le téléphone. L'appartement était calme. Pas vide. Juste calme. Quelque chose que je pouvais habiter sans avoir besoin de le réparer, ou de le rendre productif. Quelque chose qui avait toujours été là, sous tout le reste. Attendant que la place se libère. Si vous avez déjà été la personne responsable, celle qui répond quand les autres ne le font pas, qui paie quand les autres ne peuvent pas, qui reste stable pour que les autres puissent s'effondrer, alors vous savez déjà ce que Clémence savait. Être nécessaire et être aimé ne sont pas la même chose. Et la distance entre les deux, une fois qu'on la voit, ne peut plus être ignorée. Il n'y a rien de mal à prendre soin des gens. C'est une bonne chose. Mais quelque part entre prendre soin et prendre sur soi, une ligne est franchie. Et soudain, vous financez une vie qui n'est pas la vôtre. La question que Clémence a dû résoudre est la même qui vous habite peut être, quand la générosité devient-elle un substitut à une conversation plus difficile? Quand maintenir la paix coûte-t-il plus cher que la paix elle-même? Elle a découvert que le pardon et le retour en arrière ne sont pas non plus la même chose. Elle a pardonné à sa mère. Elle n'est pas retournée à l'arrangement qui demandait un pardon perpétuel. Aimer quelqu'un et refuser d'être diminué par lui n'est pas de l'égoïsme. C'est, au contraire, la seule façon pour l'amour de rester honnête sur le long terme. Si cette histoire vous semble familière, restez avec cette sensation un instant. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a demandé ce dont vous aviez besoin. Pensez à votre propre grand livre, celui que vous gardez au fond de vous. Qu'est-ce que cela signifierait de clôturer enfin ce compte? Et qu'est-ce qui pourrait bien vous attendre dans l'espace qui restera?